Bonjour Nicolas. Bonjour. On est ravis d'accueillir Nicolas Paillet. Nicolas, vous êtes éleveur et producteur d'agneaux et de bovins dans les Deux-Sèvres. Donc merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes en bio depuis un peu plus de 10 ans. Est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation de votre exploitation ? Oui, alors je suis éleveur de bovins, d'ovins. Enfin, j'ai 300 brebis, j'ai 30 vaches allaitantes. J'ai aussi un petit atelier de poules pondeuses de 250 poules sur une surface de 130 hectares. Et je vends l'ensemble de mes produits dans un magasin de producteurs sur Niort. La spécificité, enfin, il y a deux spécificités sur la ferme, c'est l'élevage à l'herbe, à 100% à l'herbe sur les bovins et les ovins. Où on a créé avec plusieurs producteurs un label qui s'appelle Pâture et Papilles. Et la deuxième spécificité, c'est la vente directe. Donc en fait, le 100% à l'herbe, c'est très bien pour le bien-être animal, pour la production, pour l'économique. Mais il y a des limites qui sont justement les sécheresses. Et du coup, voilà. Merci. Nicolas Paillet et son exploitation, donc on développe un projet agrivoltaïque entre NJ Green et sur la ferme de Nicolas. C'est un projet qui est en développement, donc ce qui veut dire qu'il n'est pas encore sorti de terre. On aimerait bientôt. Donc Nicolas, je vous ai préparé quelques questions sur, sur la réflexion qu'on partage ensemble depuis plusieurs mois maintenant, on peut même presque dire années. Je vais juste replacer un peu le contexte, mais on l'a évoqué tout à l'heure. En 2023, il y a la loi accélération des énergies renouvelables qui a enfin défini le terme d'agrivoltaïsme. Et puis au printemps de cette année, en 2024, on a eu un décret d'application qui donne, on va dire, les règles du jeu des projets agrivoltaïques. Donc on sait désormais que c'est une installation de production d'électricité qui doit contribuer durablement à la production agricole. Et cette installation, elle doit générer des bénéfices, ce que la loi appelle, elle ne parle pas de bénéfices, elle parle de services agricoles, de services agronomiques. Nicolas Paillet, il a commencé à réfléchir à agrivoltaïsme avant que la loi soit sortie, ça date d'avant 2023. Ce qui m'intéresse, c'est que vous nous partagiez comment s'est construite votre réflexion sur ce projet-là. Alors la réflexion, c'est que justement en 2017, j'ai eu une grosse sécheresse sur l'exploitation, 2017 et 2018. J'ai des terrains séchants, c'est du sable, enfin c'est sablo-limoneux avec beaucoup de rochers. Et donc en fait la problématique de la sécheresse était à la fois la faible pluviométrie, mais aussi les températures extrêmes qu'on a eues dans nos prairies. Et en fait, quand les pluies sont venues l'année d'après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les prairies sont parties autour des haies et pas au milieu des champs. Et du coup, ça m'a posé problème. Il a fallu refaire pas mal de prairies. Et donc là, j'ai réfléchi justement à savoir comment justement limiter cet effet, cet impact. Et en fait, depuis très longtemps, je fais du pâturage tournant, ce qu'on appelle pâturage tournant dynamique. Donc je change mes brebis tous les jours ou tous les 2 jours. Et en fait, j'ai partagé l'ensemble de la ferme en parcelles d'1 hectare. Et là, j'ai décidé justement de travailler avec une structure des Deux-Sèvres qui s'appelle Promet pour planter des haies justement tout le long de ces paddocks. Et donc du coup, c'est une chose qu'on a fait en 2018 et 2019, sauf sur une partie de la ferme où justement il y avait c'est très rocheux. C'est relativement plat, mais en fait, je suis sur une butte du massif armoricain. Et donc là, ils m'ont dit, très clairement, si tu plantes des arbres ici, ça va pas venir, ce sera plutôt de la broussaille. Et en fait, des ronces. En fait, pour l'effet de l'ombrage, il n'y avait pas trop d'intérêt. Et du coup, c'était beaucoup d'argent investi pour pas grand-chose. Donc j'ai laissé tomber. Et puis, suite à une expérience qu'il y a eu... j'ai une amie qui travaille aux États-Unis et en suivant sur Facebook, du coup, j'ai vu que là où elle travaillait, il y avait des panneaux au sol qui avaient été posés. Enfin, au sol, oui, en fait, c'est une grosse ferme où ils ont même l'abattoir de bovins c'est à l'américaine. Et donc, du coup, pour produire leur énergie, ils avaient monté justement des panneaux solaires sur la ferme. Et en fait, je voyais justement que sous les panneaux, c'était vert, mais c'était pas du tout dimensionné pour faire de la production d'herbe. C'était vraiment de la production agricole. Et donc du coup, je l'ai appelé et je lui ai dit, pour la questionner là-dessus.
Et elle m'a dit, en fait, il s'avère qu'ils étaient en projet en 2018 de faire un système d'agrivoltaïsme, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, avec des trackers, et justement dans l'idée justement de revaloriser les terrains plus pauvres sur l'exploitation et de produire de l'énergie. Et en fait, ils ont mis une production de moutons dessous, et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et donc j'ai appelé dans les Deux-Sèvres, il y a une régie qui s'occupe de l'électricité, et j'aurais demandé justement de savoir si un projet comme ça pouvait les intéresser et d'investir justement chez moi. Et donc ils m'ont dit non, de toute façon mettre des panneaux dans les champs, c'est pas possible. Donc j'ai fait des recherches et au départ je voulais le faire moi-même. Donc j'ai appelé un bureau d'études sur Montpellier qui m'a fait comprendre que c'était pas possible. Financièrement c'était trop compliqué, il y a besoin de beaucoup de matière grise et moi tout seul c'était pas possible. Donc ils m'ont dit reportez-vous davantage vers un promoteur. Et donc là, j'ai recherché des promoteurs, et sur l'ensemble des promoteurs que j'ai contactés, il n'y en a que 2 qui ont répondu présent. Et au final, je suis parti avec Engie. En fait, ce qui les intéressait, c'était la genèse du projet, l'idée justement de protéger les sols et d'allier justement agriculture et production électrique. Et puis de construire le projet autour de ça. Donc ça, on a lancé ça en 2019. On est en 2024, donc il n'y a toujours rien de fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a évolué vers un projet avec un système de tracker, avec des distances dessinées justement pour pouvoir travailler avec les outils, mais enfin, surtout au niveau du pâturage, et maintenir justement la production d'herbes. Enfin, on l'a vu tout à l'heure. Les panneaux fixes ne m'intéressaient pas parce qu'en fait, justement, par rapport aux recherches de l'INRAE, il y avait une partie sous les panneaux où il y avait très peu d'herbes, l'autre partie où elle était tout le temps verte, mais peu d'UF, enfin peu d'énergie, très riche pas équilibré, et l'autre partie entre les panneaux où il y avait quand même le soleil et la température extrême qui était là quand même. Donc voilà, on est parti là-dessus. La diversification de vos productions, elle est au cœur de votre projet, la diversification des revenus aussi. En quoi le projet AgriPV s'inscrit dans cette démarche? En quoi il va contribuer à la diversification de votre exploitation? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'élève des bovins et des ovins, donc 100% à l'herbe en pâturage. Derrière les prairies, au bout de 10 ans, je fais une céréale pour nourrir à la fois mes poules, mais aussi je fais du pain et de la brioche avec un boulanger. Le boulanger fait les brioches aussi avec mes œufs en même temps. Et donc l'élevage devient utile pour faire de l'alimentation humaine. Là, aujourd'hui, je suis en train de travailler justement sur les légumineuses aussi, enfin une diversité de sources de revenus. Avant, j'étais que éleveur de moutons. Et en fait, dès qu'il y avait une crise sur le mouton, une crise au niveau de l'alimentation, enfin au niveau d'affouragement, c'était compliqué financièrement. Et le fait avant, j'avais 700 brebis, je suis descendu à 300, j'ai 30 vaches, maintenant j'ai de la céréale, enfin voilà. Et la diversité de revenus sur l'exploitation me garantit justement un revenu beaucoup plus stable sur l'année. Et en fait, là, l'idée justement de l'outil des panneaux qui me permettait justement de maintenir la prairie en place, voire d'augmenter le potentiel, mais ça, c'est le temps qui le dira si c'est vrai ou pas, me permettait justement de maintenir mon activité agricole. En plus de ça, chose qui n'était pas le cas au début du projet en 2017-2018, enfin 2018 plutôt, du coup, il y a des revenus complémentaires qui viennent justement se greffer. Donc du coup, c'est une autre source de revenus. Et en plus, l'aspect de la configuration du projet fait que les clôtures qui sont mises autour du projet vont me permettre justement de faire de l'agnellage en plein air, donc arrêter la bergerie. Va me permettre, avec mes poules qui sont en plein air, de mettre une remorque ou deux pour faire du pâturage tournant avec mes moutons, en fait. L'idée, c'est ça, et de suivre les panneaux. Et donc, les panneaux deviennent justement des ombrières aussi pour les animaux, et aussi avoir une zone avec des filets qui vont permettre de protéger en cas de grippe aviaire les oiseaux. Donc en fait, c'est un projet global, c'est un projet holistique qui rentre justement dans mon projet global d'exploitation, quoi. Voilà. Ben, vous avez devancé ma question d'après. Je voulais savoir comment ce projet-là, comment vous l'avez réfléchi, ce projet-là, pour qu'il s'insère dans vos pratiques et pas qu'il bouleverse vos pratiques. Vous y avez en partie répondu, en fait. Alors du coup, techniquement, il faut que l'outil soit pratique, parce qu'en fait, on peut vite se retrouver avec des panneaux
est compliqué à gérer au niveau de l'élevage. Donc on est parti sur du monopieux qui justement permet une meilleure circulation des animaux, moins de risques de blessures avec les troupeaux, parce que quand le chien de troupeau est là, il faut quand même faire attention que les animaux ne se blessent pas. Il faut réfléchir aussi sur la production d'herbe, parce qu'en fait l'idée c'est vraiment de capter, certes pour le côté économique, les panneaux pour créer de l'électricité, mais l'herbe a aussi ses panneaux solaires qui sont les feuilles, hein, et donc il leur faut aussi de la lumière. Et donc ça, aujourd'hui, j'ai travaillé là-dessus avec Engie, on travaille beaucoup là-dessus. Il y a l'aspect juridique aussi, parce qu'on part sur des baux amphithéotiques de 41 ans. C'est énorme. Dans 41 ans, j'aurai plus de dents, je pense. Ce seraient mes enfants. Et donc, du coup, il faut que tout soit bien écrit. Et ça, je suis peut-être pas encore assez vigilant. Enfin, il faut vraiment que tout soit bien écrit et pour les générations qui viennent. Il faut aussi que l'outil soit transmissible, c'est-à-dire que dans 25 ans, 20 ans, 25 ans, j'ai pas du tout envie de prendre ma retraite, mais le jour où je prendrai ma retraite, je veux vraiment que mon exploitation soit vraiment une exploitation qui donne envie d'être transmise et que les panneaux deviennent un outil supplémentaire, pas que financier, mais un outil d'élevage qui soit vraiment intéressant. Et c'est vrai que au-delà de l'aspect économique, c'est vraiment le côté pratico-pratique en tant qu'éleveur qui est hyper important, parce que du coup, c'est au quotidien qu'on va le vivre. Et voilà. Depuis plusieurs années déjà maintenant, le projet, vous en avez parlé autour de vous, c'est pas juste le projet de l'exploitation, c'est le projet du territoire, c'est le projet de la commune. Vous y avez beaucoup travaillé avant qu'on commence, nous, à travailler ensemble. Est-ce que vous pouvez expliquer toutes les réflexions, tout le travail que vous avez porté et tous les interlocuteurs que vous avez eus, je pense ne serait-ce que votre propriétaire, puisque vous avez une partie où vous n'êtes pas propriétaire, les élus de la commune, les riverains. Comment vous avez abordé votre projet avec tout ce petit monde? Alors du coup, au tout début de l'idée, la première chose que j'ai fait, en fait, sur la commune, il y a eu un projet d'éolienne qui a divisé la commune en deux. Ça a été le gros bordel dans la commune. Et donc, du coup, le projet d'éolienne ne s'est pas fait. Et en fait, moi, je suis hors cadre familial. Je suis arrivé sur la commune. Et donc, du coup, je ne voulais pas du tout être avec un projet un peu saugrenu, le pestiféré de la commune. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est aller voir mes voisins, les plus proches, et les gens qui étaient justement contre ces projets d'éolienne à la base, savoir ce qu'ils en pensaient, quoi. Et du coup, ils m'ont dit, en fait, en expliquant la genèse du projet, ils m'ont dit, Nico, ouais, ça a l'air pas mal. Enfin bon, on connaît pas. L'idée, c'est quand même d'aller voir. Donc on a pris les voitures et puis on allait dans l'Allier visiter justement. Alors c'était un site qui n'était pas du tout de l'agrivoltaïsme pur et dur, mais qui donnait une idée justement de la hauteur des panneaux, de l'ombre au niveau s'il y avait vraiment un effet justement au niveau de l'ombre. Sur la production d'herbe, Et en fait, tout le monde est revenu et en fait, ça a été assez unanime. Tout le monde nous a dit, en fait, on préfère largement avoir un projet comme ça plutôt qu'avoir des éoliennes sur la commune, parce que du coup, les haies cachent le projet et du coup, c'est un projet qui s'intégrait quand même davantage. Donc après, ensuite, je suis allé voir les élus. On a présenté le projet, donc là du coup avec Engie dès le départ, parce qu'il fallait bien du coup un promoteur pour expliquer. Et là en fait, ce qui a intéressé la commune, c'était justement le fait que c'était un projet discret, et surtout en fait le fait d'avoir une production d'énergie renouvelable sur la commune, ça permettait d'éviter d'avoir ces harcèlements continus de promoteurs qui disent vous devez avoir des énergies renouvelables sur votre commune, vous devez avoir des éoliennes, vous devez... Et là, du coup, ça ferait taire beaucoup d'acteurs comme ça, donc du coup, ça prenait du sens pour le territoire. Et on les a intégrés vraiment, on a intégré la commune vraiment autour de beaucoup de réunions, d'explications, tout ça. Et voilà, et puis ensuite, on est allé voir le territoire, la communauté de communes, la sous-préfète à l'époque, qui est venue sur l'exploitation, voir... c'est vraiment un travail d'amont et en fait, il y a c'est pas un copil, c'est un projet territorial. Un projet. C'est comme un copil en fait qui tous les 2 ou 3 mois
réunissait à la fois l'État, les chambres d'agriculture, enfin la chambre d'agriculture, le promoteur, moi, les propriétaires, la commune, enfin beaucoup de... Et en fait, tous les 3 mois, on faisait un point de situation en disant, voilà, on en est là. Les points de blocage, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vous propose là ? Et en fait, on a travaillé comme ça. Et ça depuis 2021, je crois. Aujourd'hui, on en est à une problématique qu'on avait qui était aujourd'hui, alors c'est purement administratif, mais c'était au niveau du PLU, j'étais en zone naturelle, il fallait passer le zonage en zone agricole. Et là, du coup, le territoire a décidé justement de nous changer le zonage pour pouvoir aller plus loin dans le projet. Donc en fait, c'est tout le travail en amont qui fait que nous, on a beau changer beaucoup de choses sur le projet pour répondre aux sollicitations des gens qui étaient autour de la table. Et du coup, ça nous permet d'avancer aujourd'hui, quoi. J'ai une dernière question, si on a le temps. On a le temps, magnifique. On le voit à travers le témoignage de Nicolas, les projets agrivoltaïques, c'est des projets qui ne peuvent aller jusqu'au bout que s'ils reposent sur un partenariat très solide, très fort entre un exploitant et un énergéticien. On le voit, il faut être endurant et il faut accepter aussi de travailler de manière itérative. On avance, on recule, on change, etc. Je vais profiter de votre témoignage, Nicolas. Est-ce que vous pouvez finalement résumer les années que vous avez passées et donner les critères pour vous de réussite ou les points d'attention finalement pour vos homologues, pour les autres exploitants, parce que je pense qu'on a des exploitants dans la salle et puis en tout cas sur le salon. Peut-être des points d'attention ou des points de recommandation par rapport à ce que vous avez vécu. Alors moi, de ce que je vois un petit peu d'autour de chez moi, là, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ça reste... Il faut que pour l'agriculteur, ce soit vraiment un outil pour la ferme. Avant d'en convenir un revenu additionnel, parce qu'en fait, l'argent, oui, ça peut sauver d'une crise, mais en fait, si l'outil n'est pas dessiné tel qu'on le veut dès le départ, pour moi, il faut vraiment beaucoup travailler avec le promoteur par rapport à ça. Il faut beaucoup de transparence, ne pas avoir peur qu'on nous dise non, qu'on nous dise il faut faire autrement. Et c'est ensemble qu'on construit un projet. Et en fait, même si c'est chez nous, malgré tout, ça impacte aussi les gens qui vivent autour. Et donc, il faut aussi comprendre des réticences. Et en fait, c'est en construisant ensemble avec le territoire qu'on arrive à mener des projets. Alors, le projet, il n'est pas encore sorti de terre. On n'a pas encore le permis de construire. On n'a rien encore pour l'instant. Mais ça avance. Alors, du coup, je ne sais pas si ce que je dis, c'est toujours porteur. Mais pour moi, c'est la sincérité du projet qui doit primer. Sur la partie de l'ensemble, enfin la sincérité agricole en tout cas. Bon, merci beaucoup pour le partage, pour le témoignage. J'en profite pour remercier aussi les équipes chez NJ Green qui bossent depuis un bout de temps avec. Moi aussi, je les remercie beaucoup. Avec Nicolas, on n'a pas beaucoup de monde aujourd'hui de l'équipe, mais voilà, je les salue quand même s'ils me voient à travers les réseaux. Il doit rester quelques minutes. Si vous avez des questions pour Nicolas ou pour NJ Green, profitez-en. Nicolas reste encore un peu avec nous, une petite partie de la journée avec nous sur le stand, si vous voulez aussi le recroiser un peu plus intimement. Voilà, n'hésitez pas. Qu'en pensent les écologistes concernant le remplacement des panneaux le remplacement du bocage par des panneaux? Alors en fait, il n'y a aucun remplacement de bocage du tout. En fait, les arbres, les haies, elles restent, tout reste en place. C'est juste dans la parcelle où on va mettre des panneaux, donc c'est de la complémentarité. En fait, les écologistes aujourd'hui, nous dans le projet, ils sont plutôt au regard de savoir au niveau des clôtures, est-ce que les animaux vont pouvoir circuler autour du parc? Alors ça dénature le paysage visuel, mais pas forcément écologique. Donc du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais...
C'est un projet personnel. Bah, ouais, enfin, oui, c'est un projet personnel, oui, c'est sûr. Il y a une question. Ouais, alors du coup, finalement, j'ai un voisin qui m'a rejoint et, pour le projet. Donc aujourd'hui, le projet fait 37 hectares. Et moi, du coup, il y a 33 hectares sur l'exploitation. Et non, je raconte une bêtise. Je ne sais même plus exactement. 31 hectares sur l'exploitation et 6 hectares chez le voisin. Voilà. C'est ça. Bah, nous, on rentre complètement dans le décret aujourd'hui. Donc par rapport à ça, c'est bon. Mais tant qu'on n'a pas le permis de construire, je ne sais pas si on... Voilà, on se bat de notre façon pour y arriver, mais enfin, on se bat pas beaucoup en fait. On explique beaucoup. Voilà, on a ouais, beaucoup de pédagogie. Mais en fait, oui, mais c'est un projet qui va s'inscrire dans de la durée, donc il y a intérêt que ce soit bien compris, quoi. Oui, j'avais une question. Je demandais tout à l'heure à votre collègue, à votre partenaire de l'INRAE, la comparaison de résultats entre ombrières et murs. Et de façon plus générale, je voulais vous demander, parce qu'aujourd'hui, on entend surtout des projets d'ombrières bovines. Et du coup, aujourd'hui, c'est la première fois que j'entends parler de murs pour bovins. Du coup, je me demandais c'était quoi la différence? Qu'est-ce que ça apportait de différent des murs verticaux par rapport à des ombrières pour les bovins en termes, je sais pas, de capacité qu'on peut mettre sur une parcelle ou de technicité? Est-ce que ça apporte une différence? Alors, on ne parle pas de murs bovins, on parle de haies solaires qu'on insère dans les exploitations au sein de pâturages bovins ou de grandes cultures. Sur l'exploitation de Nicolas Payet, il n'y a pas du tout cette solution agrivoltaïque parce qu'elle n'est pas compatible avec ces pratiques. Donc, il y a vraiment une logique de choisir la bonne solution dans les pratiques existantes. Donc là, vous revenez sur le sujet d'avant. Effectivement, pour les bovins, en tout cas chez NJ Green, on a deux solutions possibles et qui ne sont pas l'une ou l'autre au choix. En fait, soit pour les bovins, on travaille avec des haies solaires, ou on peut travailler aussi avec des ombrières. Donc plutôt une protection par le dessus, soit fixe, soit mobile. Ce qu'on appelle les trackers. Quand Nicolas parlait de trackers, ce sont les panneaux qui sont mobiles. Et en fait, on étudie le fonctionnement de chaque exploitation pour définir avec l'éleveur quelle est la solution la plus adaptée. Et même parfois, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de solution agrivoltaïque qui convient à votre exploitation. Donc voilà. Donc si vous voulez après qu'on partage plus de détails et de la comparaison des solutions, je vous invite à nous rejoindre sur le stand et puis on peut en reparler sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Le financement du projet, il est uniquement par rapport aux exploitants ou vous faites concourir les voisins pour partager la valeur? Et revoilà le partage de la valeur. Oui, non, mais moi j'ai des éoliennes près de chez moi, ils ont fait financer un peu tout le monde pour avoir un retour sur valeur. Ça permet une vraie partage de la valeur parce qu'on ne sait pas bien où est la valeur, si c'est chez Green, chez l'exploitant ou... Que tout le monde participe, je trouve que c'est bien. Bien sûr. Que tout le monde participe à la société que vous allez faire pour gérer les... Qui, tout le monde? La commune au moins, les voisins et les... Mais s'ils investissent dedans, on est d'accord. Oui, s'ils investissent. Ah oui, bah s'il y a une ouverture de capital, je suis d'accord. Ouais, oui. Mais après, après, c'est vrai que du coup, il y a des gens qui ont des éoliennes dans leurs parcelles. Et ils ont un revenu et pas le voisin. C'est vrai que... Mais en soi, il y a des gens qui sont en zone de champagne. Ils vendent du champagne et le voisin qui est à côté, il n'est pas dans la zone et il ne vend pas de champagne. Bah, du coup, ce serait peut-être bien que le gars du champagne verse une partie de sa rémunération, sa plus-value. Non, c'est pas... Il y a quand même une petite restriction parce que tout le monde peut faire du champagne, mais tout le monde va pas mettre des photovoltaïques. Il faudra bien limiter. Tout le monde ne peut pas faire du champagne, monsieur. Dans la zone, quoi. Ah ben oui, mais là, c'est la zone. Puis il faut s'investir aussi. Et à un moment donné aussi, c'est en entreprenant, en s'investissant qu'on justement réussit des projets. Alors c'est un peu facile d'attendre justement que le voisin fasse des projets, qu'il y ait une répartition. En fait, c'est un sujet qui est un peu compliqué pour moi parce que du coup, je vous avoue, je suis agriculteur. Hein, et en fait, il y a un moment donné, le partage de la valeur,
À ce moment-là, je suis OK pour le partage de la valeur à partir du moment où on prend les valeurs locatives des bâtiments qui ont des panneaux sur leur toit. Il faut prendre les valeurs locatives des méthaniseurs et de toutes les surfaces qui sont utilisées, justement, si on veut être en équité, tout en sachant que c'est souvent des investissements qu'on nécessite des subventions. Là, il y a 0 subvention sur ces projets-là. Il faut aussi prendre en compte la répartition des valeurs de toutes les surfaces de tournesol et d'oléagineux qui partent pour faire du gasoil, pour mettre dans les camions. On est quand même sur des énergies renouvelables là aussi. Et donc du coup, il faut aussi une répartition à ce moment-là d'équité. Et croyez-moi que si jamais il y a un partage de la valeur uniquement sur l'agrivoltaïsme, je serai le premier à me lever en disant c'est dégueulasse. Parce qu'en fait, on se sert justement de cet effet d'annonce avec des sommes à l'hectare qu'il y en a qui promettent et qui sont loin d'être là parce que les projets, ils voient toujours pas le jour. Et pour voir le jour, un projet, vous voyez, depuis le temps que je travaille dessus, et qu'il est toujours pas... il aboutira au bout de encore peut-être 2 ans. Donc, oui, mais en fait, c'est que c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de bénévolat. Et à un moment donné, il n'est pas illogique que des gens qui travaillent et qui prennent du risque profitent justement de ça. Et à ce moment-là, je pense que l'agriculture a plein de leviers aujourd'hui pour faire de la valeur ajoutée en consommant peut-être moins et en produisant peut-être mieux. Enfin, il y a plein de solutions. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'agrivoltaïsme, pour certains, ça va être une porte de sortie. Mais sauf que s'il y a juste la porte de sortie et que l'outil derrière, il n'est pas correspondant à son usage, du coup, ça va être plutôt une grosse problématique au moment où il va arrêter sa ferme, parce que ce ne sera pas transmissible. Et en fait, je pense que avant de réfléchir au partage de la valeur, je pense qu'il faut vraiment travailler sur l'outil en lui-même, sur notre territoire, qu'est-ce qu'il va rapporter sur le plan technique. Et après, si en plus au niveau économique, il y a une plus-value, il ne faut pas oublier que les gens qui gagnent de l'argent, ils payent des impôts aussi. Et les gens qui gagnent de l'argent, des entrepreneurs, ils investissent et ils créent de la richesse aussi. Donc en fait, voilà, c'est un sujet un peu sensible, je suis désolé. Merci beaucoup, Nicolas. Il reste encore quelques petites minutes. Encore une question, s'il y en a. Sinon, oui. Bonjour, je voudrais juste savoir, moi, vous en êtes où en fait exactement du projet? Est-ce que vous avez déposé un permis? Est-ce que vous avez eu une réponse pour le permis ou pas encore? Est-ce que vous avez fait des études environnementales ou pas du tout? Le permis de construire a été déposé sur la base d'études études écologiques, études paysagères, toutes les études de développement imposées, légitimement imposées dans le cadre du développement des projets d'ENR. Donc là, le permis est en cours d'instruction. C'est des projets qui sont instruits par le préfet et non pas par le maire. Donc c'est des projets qui mettent du temps à être instruits parce qu'ils passent dans divers services et diverses commissions qui ont des exigences supplémentaires ou des commentaires ou des recommandations au fur et à mesure. Donc là, on est dans le moment où le projet, on l'optimise, on l'améliore au fur et à mesure des recommandations et des souhaits des services les uns après les autres. Le but étant d'arriver dans les prochains mois à une enquête publique et à l'accord du permis de construire par le préfet. Merci beaucoup Nicolas et Aline. On arrive à la fin du temps, donc on vous propose de nous rejoindre sur notre stand si vous avez des questions, et on propose aussi une dégustation de produits issus de l'agrivoltaïsme. Donc il y a du vin, du bleu et des brioches de Nicolas, donc fournies en céréales.